Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire une présentation de Camunda, de notre stack et à la fin, on va finir par une démonstration pour voir notre outil en action. Avant de commencer, je voudrais me présenter. Donc, je suis Fatma Cheour, CS Engineer à Camunda. Je suis basée à Berlin et je viens de rejoindre Camunda il y a 7 mois. Alors, commençons maintenant par la présentation. Camunda a commencé comme une agence de conseil axée sur l'automatisation des processus dès le premier jour. Mais après avoir constaté le besoin d'une solution solide d'orchestration des processus pour les entreprises de tous les secteurs, nous avons changé de direction pour nous concentrer sur la création de logiciels. Nous sommes une organisation distribuée avec plus de 300 employés et 6 bureaux dans le monde entier. Aujourd'hui, nous comptons plus de 500 entreprises clientes qui utilisent notre technologie pour exécuter leurs processus métiers critiques. Nous disposons également d'une importante communauté de développeurs qui font partie de notre écosystème open source. Après avoir fait une recherche que nous avons menée, on a montré que 82% des décideurs informatiques s'accordent à dire que l'automatisation des processus est essentielle à la transformation numérique. Mais pour de nombreuses organisations, cette transformation numérique est difficile à réaliser car leurs processus métiers sont très complexes. L'une des raisons est que les processus couvrent de nombreux types de points d'accès différents, par exemple les microservices, les robots RPA, le travail humain, les systèmes existants et les systèmes maison. Cette complexité en fait rend difficile la visualisation d'un processus commercial complet de bout en bout. En outre, l'intégration de divers points d'extrémité dans un processus nécessite souvent beaucoup de ressources techniques. Et ces processus qui impliquent des systèmes hérités ou maison sont difficiles car ils nécessitent souvent des connaissances spécialisées. Un autre obstacle qu'on peut citer est à la transformation numérique, c'est que les équipes métiers et les équipes commerciales et informatiques travaillent en silo et donc ils ont du mal à communiquer et à collaborer. On le sait tous bien évidemment qu'une mauvaise communication entre les équipes retarde les projets et vous empêche d'être agile. De plus, chaque mauvaise communication introduit le risque que la mauvaise chose soit construite et déployée auprès de vos clients, ce qui a un impact sur leur expérience. Enfin, nous commençons à constater un besoin croissant d'évolutivité et de résilience à mesure que les organisations poursuivent leur transformation numérique. La numérisation d'une part croissante de l'activité des entreprises implique l'exécution d'un plus grand nombre de transactions. Cela signifie que l'indisponibilité d'un système constitue un problème commercial critique qui a un impact sur les clients. Et bien évidemment, si ces attentes ne sont pas satisfaites, il est probable que les clients se tourneront vers vos concurrents. Chez Camunda, nous avons aidé des organisations du monde entier à transformer leur processus d'affaires complexes et de bout en bout en expériences clientes transparentes. Par exemple, on peut citer des exemples tels que le ministère américain des anciens combattants. Il a augmenté le taux d'automatisation des demandes de prestations de plus de 65% et il a réduit le temps moyen de traitement des demandes de plus de 33% en utilisant Camunda. On note aussi 24 Hour Fitness qui a automatisé les communications avec les clients avec plus de 800 modèles de processus et de 230 millions d'instances de processus par jour. Et finalement aussi, on peut noter Deutsche Telekom qui utilise Camunda pour orchestrer des centaines de robots RPA qu'elle remplace progressivement par des services API. Notre technologie d'orchestration des processus est très flexible, ce qui signifie que nos clients utilisent notre logiciel pour de nombreux types de cas d'utilisation différents. Vous trouverez Camunda dans les services financiers, les assurances, les télécommunications, médias et bien d'autres secteurs dans des entreprises du monde entier. Un exemple est Zalando, qui est un bon exemple. C'est le plus grand vendeur de mode en ligne d'Europe, présent sur 15 marchés européens. En fait, l'entreprise recherchait une solution capable de réduire le temps d'exécution de ses processus de traitement des commandes, même à grande échelle. Ils voulaient également une solution qui alignerait la réalité technique de leur processus avec les attentes de l'entreprise. Avec Camunda, ils ont pu attendre un temps d'exécution des commandes de 300 millisecondes avec des millions de commandes traitées chaque année. Et bien évidemment, d'aligner les attentes de l'IT et de l'entreprise.
Avant de commencer la démo, il est important que la vision chez Camunda est d'être l'orchestrateur universel de processus, c'est-à-dire un orchestrateur qui permet d'articuler des logiques métiers. Et ces logiques métiers sont des traitements qui peuvent être faits par des personnes, des systèmes ou même des devices. Donc, on atteint cela en s'appuyant sur un standard qui parle à la fois à l'équipe IT et aux équipes métiers, et donc on utilise le BPMN et le DMN comme langage standardisé. On permet aussi aux développeurs d'utiliser leur langage de programmation préféré, et pour ce faire, ils sont flexibles à développer en utilisant Python, Java, C#, etc. Et finalement, on fournit aussi des connecteurs et une framework d'intégration qui permettent de communiquer avec les différentes endpoints de votre système. C'est un sujet en cours et après, je vais vous montrer les différents connecteurs qu'on a aujourd'hui, mais on peut citer par exemple maintenant, on a un connecteur REST, SendGrid, Slack, etc. Donc, avant de voir la démonstration, on va voir le cycle de la vie de l'orchestration d'un processus et ses différentes étapes et comment cela se traduit avec le stack Camunda. Bien évidemment, pour créer un process flow, la première étape est la partie design, la partie conception. Et donc, avec Camunda, on a l'outil Modeler. Modeler, il vient sous forme de web application ou desktop application. Et donc, cet outil-là, il permet aux développeurs et aux équipes métiers de collaborer dans la conception en implémentant des workflows et en automatisation, pour automatiser les décisions. Et bien évidemment, on s'appuie sur le BPMN et le DMN. On trouve aussi avec Modeler des connecteurs out of the box, une framework d'intégration pour créer votre propre connecteur SDK et aussi la possibilité de créer des formulaires pour les tâches humaines. Après la partie conception et modélisation, on va bien évidemment déployer nos processus. Et donc là, c'est la partie automate et qui englobe notre moteur d'exécution Zibi. Donc Zibi, c'est notre moteur d'exécution qui est le résultat de 5 ans de recherche et de développement de Camunda. Il est cloud natif, à la fois scalable et tolérant aux pannes et rapide. Donc à côté de Zibi, on trouve deux autres outils. Donc, on a TaskList pour la gestion des tâches humaines et Operate qui est notre outil de reporting en temps réel de ce qui se passe. Donc, avec Operate, vous pouvez voir les processus qui sont en cours d'exécution et même les processus qui sont finis, les différents scénarios, bien évidemment détecter s'il y a des anomalies, les voir, les analyser et les corriger. Enfin, quand on a des workflows qui s'exécutent, on va pouvoir les optimiser. Et ici, on va parler de l'application Optimize. C'est une application qui offre des outils BI opérationnels, très simples à utiliser même pour les non-informaticiens. Avec Optimize, vous avez des dashboards qui viennent tout près et on va pouvoir ajouter des éléments de reporting et les enrichir pour comprendre ce qui pourrait être amélioré au niveau des processus, les rendre plus performants et bien évidemment revenir à l'étape Modeler pour les améliorer, les redéployer et continuer à optimiser. Pour avoir une vue sur les connecteurs qu'on a dans Modeler, donc, avec Modeler, on a ces connecteurs préconçus. On peut noter REST, SendGrid, Slack, Google Drive, Lambda SQS. Et donc, grâce à ces connecteurs-là, les développeurs professionnels et même les développeurs à low-code peuvent se connecter aux technologies les plus populaires avec le moins d'efforts qu'auparavant. Et comme prochaine release, on aura les connecteurs Kafka et UiPath qui sont en cours de développement. Et bien évidemment, cela est un sujet en cours avec Camunda. Et avec chaque itération, on aura de nouveaux connecteurs pour les technologies les plus utilisées. Vous pouvez aussi améliorer la connectivité avec notre framework d'intégration. Donc, vous avez un connecteur SDK qui permet aux développeurs de logiciels professionnels de créer, tester et de partager des connecteurs au sein de leur organisation. Donc, cette framework, elle comprend des templates de connecteurs qui permettent d'ajouter des propriétés et des liens utiles vers la documentation afin que les développeurs à low-code puissent les réutiliser dans d'autres projets. Et finalement, il est important de noter que sur Modeler, on se base aussi sur le FEEL, language FEEL, qui est le Friendly Enough Expression Language. Ce langage, il est conçu pour écrire des expressions pour les tables de décision, donc il est utilisé pour les DMN. Et avec Camunda,
on a la validation et la suggestion de code à complétion automatique, ce qui va accélérer le développement et réduire les erreurs d'écriture. Et donc, par exemple, lorsque vous êtes en train d'écrire, vous aurez toujours des suggestions de code telles que des variables, des opérateurs ou des fonctions qui tiennent compte du contexte. Alors maintenant, passons à la démonstration. Pour cette démonstration, on va se mettre dans la peau d'une banque fictive. Donc, dans cette banque fictive, on a un client, un demandeur, qui peut demander l'ouverture d'un compte bancaire. On va voir cette page. Alors, voilà, c'est notre page web, Camon Bankia. Donc, avec Camon Bankia, vous pouvez appliquer pour avoir un compte et ici, vous devez saisir des données personnelles. Aujourd'hui, ces données sont envoyées à un employé qui analyse les demandes manuellement et qui décide de les accepter ou de les rejeter. Et donc, vu la nature manuelle de ce process, bien évidemment, on a quelques inconvénients, tels que le fait d'ignorer le temps que prend un process. On ignore aussi le nombre de demandes qui ont été approuvées ou rejetées et les raisons derrière cela. Et aussi, on ne peut pas notifier les clients sur l'avancement de la demande puisque tout est manuel. Donc, l'équipe de Camon Bankia a décidé de digitaliser tout ça. Et pour digitaliser tout ça, on va commencer par la partie design. Juste avant de passer par cela, il est important de noter que en fait, pour la partie commerciale, il est important de noter que TaskList, Operate et Optimize sont nos outils qui sont disponibles en production seulement en version entreprise. Et en version communautaire, vous pouvez utiliser Modeler en production, mais pas TaskList, Operate et Optimize. Donc, passons maintenant à Optimize. On va voir Optimize. Modeler, excusez-moi. Donc, ici, c'est Modeler. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous avez accès à vos projets. On va se concentrer sur le projet démo. Lorsqu'on clique sur le projet démo, on voit ici qu'on a accès à toutes nos ressources d'automatisation. Donc, comme vous pouvez voir, on a le BPMN, on a le DMN et on a un formulaire. Aussi, Modeler, comme on l'a dit, avec la collaboration qu'il a, la communication entre les équipes IT et les équipes métiers est facile. Donc ici, par exemple, vous pouvez ajouter des utilisateurs pour ce projet-là en ajoutant leur adresse email et leur donner la permission. Par exemple, ils peuvent être des administrateurs, des éditeurs, des commentateurs ou des simples viewers. Et bien évidemment, lorsque vous ajoutez ces personnes, vous aurez la liste de tous les membres qui sont actifs dans ce projet ainsi que leur rôle. Passons maintenant à voir le diagramme qui a été développé par l'équipe Camon Bankia. Donc ici, on accède à ce diagramme-là. Ici, on peut développer un BPMN diagramme. Et comme vous pouvez voir, vous avez un panel ici qui contient les différents éléments du BPMN, le start event, le gateway, une activité. Et ici, vous avez le panel pour les propriétés et les commentaires. Donc ici, par exemple, pour les commentaires, vous pouvez ajouter un commentaire généralisé sur tout le process flow ou même taguer des personnes pour leur donner une tâche par exemple. Et vous pouvez aussi mettre un commentaire spécifique sur un seul élément du BPMN. Donc, par exemple, si on a un groupe qui travaille spécifiquement sur cet élément-là, la personne, elle peut cliquer sur cet élément-là, mettre un commentaire et ce commentaire sera directement relié juste à cet élément du BPMN. Alors, commençons à voir comment cela est développé et les différentes étapes. Donc, comme on voit ici, notre instance, elle va démarrer lorsqu'on va recevoir une application de notre page web ici. Lorsqu'une personne, elle va saisir ces éléments, ces données et envoyer la demande. Donc, une instance, elle va commencer. Et la première chose qui a été faite, c'est de calculer un score. Donc, ce score-là qui va être calculé, il dépend des inputs, des entrées et des données qu'on a reçues du demandeur. Dans ce cas de ce process flow, en fait, le calculate score est un code Java qui va être exécuté lorsque on a une instance ici. Donc, je vais vous montrer comment c'est facile en fait de relier votre logique métier avec le moteur d'exécution Zibi. Donc ici, on a un mockup. Ce mockup-là, il montre
qu'est-ce qui va être exécuté lorsque cet élément-là, il est en cours. Donc, comme vous voyez ici, c'est un code très simple, mais il est important de noter ici qu'on a une annotation Spring, une annotation ZBWorker. En fait, cette annotation-là, elle se charge tout simplement que lorsqu'on a un travail pour le calculate score, ce code-là, il va être exécuté. Et de point de vue Camunda, ici, lorsqu'on clique sur cet élément-là, sur les détails d'implémentation, on va sur les propriétés et on voit ici, dans le task definition, notre travail s'appelle bien évidemment calculate score. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça de relier votre logique métier avec le moteur d'exécution Zibi. Après avoir calculé ce score-là, bien évidemment, on va avoir plusieurs scénarios. Donc, on a un demandeur. Ce demandeur, il veut être un client. Bien évidemment, soit on va l'accepter directement, soit on va le rejeter directement, soit ce demandeur-là, il représente un risque modéré. Donc, il va y avoir d'autres scénarios et d'autres éléments à exécuter. Donc, pour définir ce risque-là, on va l'automatiser avec notre DML, une table de décision. Donc, si on clique sur cet élément-là, on voit la table qui a été développée pour ce choix-là. On clique sur cette table et on voit ici, c'est notre table DML qui se base sur le field expression aussi. Comme vous voyez ici, on a 4 points d'entrée, l'âge, l'emploi, la catégorie et le score. Donc, ces 3 entrées-là, on les a reçues de notre page web. Le crédit, il a été calculé et on l'a comme entrée ici dans la table de décision. Et comme sortie, on aura le risque et le niveau de risque. Par exemple, si on prend ici la ligne 3, pour une personne qui est âgée de 30 ans ou moins, qui est self-employed et qui demande à avoir un package premium, le niveau de risque qu'on a est un risque jeune. Et donc, cette table DML-là, elle a été développée sur Modeler. Vous pouvez l'accéder soit ici, et vous pouvez créer facilement une table ici, DMN ou BPMN. Et après, lorsque vous allez inclure cette table-là dans le BPMN diagramme, vous l'ajoutez à cet élément-là en utilisant le détail, le panel d'éléments, des techniques d'implémentation. Donc ici, on voit qu'on a appelé la table de décision Risk Check. Après, on va avoir 3 scénarios. Donc, les scénarios les plus simples, c'est lorsqu'on a un non-risque ou un risque sévère. Donc, c'est un risque vert ou un risque rouge. Et donc, immédiatement, soit on va délivrer la confirmation ou le rejet. Et cela est un appel interne à nos systèmes pour ajouter, par exemple, cette personne à la base de données. Et après, on va soit envoyer la confirmation ou le rejet. Et comme vous voyez ici, par exemple, c'est l'un de nos connecteurs out of the box SendGrid. Donc, SendGrid, il sert à envoyer des mails. Et ici, on a utilisé ce connecteur-là. Et dans le panel des propriétés, vous voyez que les métadonnées, ils sont déjà présents. Et donc, vous n'avez juste qu'à ajouter les mails, les détails pour envoyer les mails à la bonne personne et le contenu. Et dans ces 2 scénarios-là, on va finir soit avec une application reçue ou une application rejetée. Un scénario qui est le plus intéressant est le scénario où on a un risque modéré. Et donc, lorsqu'on a un risque modéré, l'équipe de Camon Bankia a décidé qu'une personne doit en fait revoir manuellement les données. Et best case scenario, c'est qu'après avoir vu ces données-là, elle va directement accepter ou rejeter l'application, mais on a aussi noté d'autres conditions. Par exemple, dans la banque, on peut demander plus de identity checks pour avoir plus de documents de notre demandeur, par exemple pour vérifier plus l'identité. Et donc ici, cette condition, elle s'assure que si l'employé il veut demander plus de documents, un sous-process il va être commencé pour récolter ces données-là du demandeur et après, lorsqu'on a ces données-là, ces documents-là, cette personne-là, elle peut prendre la décision. Et bien évidemment, puisqu'on est coincé dans une étape manuelle, on veut s'assurer qu'on ne va pas être coincé pour toujours. Et donc, si après 2 jours, il n'y a pas de résultat, une autre personne est avertie, en fait, pour accélérer cette décision, pour qu'elle soit faite. Donc, ça, c'est une explication de tout ce process flow-là. Comme vous voyez, c'est très intuitif, très facile.
Il est important aussi de vous montrer quelques fonctionnalités de Modeler. Avec Modeler, on a la fonctionnalité de Milestones. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que vous pouvez voir l'évolution de votre process flow au fur et à mesure. Donc, lorsque vous cliquez sur Milestones, vous allez à la dernière version. On voit ici que c'est la version la plus ancienne de notre process flow. On voit bien qu'elle n'est pas automatisée à ce point. Donc, ici, par exemple, l'envoi du mail, il n'est pas automatisé avec SendGrid. Et au fur et à mesure que vous ajoutez quelque chose, un élément, ou que vous modifiez un élément, ou même en supprimant un élément, vous avez une traçabilité de cela pour finalement avoir votre dernière version qui est en cours d'exécution. Avec Modeler aussi, vous pouvez partager ce process flow-là. Et donc, soit en copiant ce lien et l'envoyer, soit en imbriquant ce process flow dans vos systèmes d'information. Et il est important de noter que même les non-utilisateurs de Camunda et de Modeler, ils peuvent voir ce process flow-là en le partageant. Donc, voilà, ça, c'était la partie conception et modélisation. Maintenant, on va passer à la partie Automate. La partie Automate, elle englobe la partie la plus importante qui est notre moteur d'exécution Zippy. Et pour avoir une vue très rapide de l'architecture de Zippy, donc comme vous pouvez voir ici, Camunda 8 se base principalement sur quatre composants principaux. On a les clients, les gateways, les brokers et l'exportateur. Donc, les clients, ils représentent votre logique métier. Et donc, ce sont des bibliothèques que vous intégrez dans une application. Par exemple, un microservice qui exécute votre logique métier. Pour vous connecter, donc ce client-là, il vous aide à vous connecter à un cluster Zippy. Après, on a le gateway. Donc, le gateway, il sert de point, le point d'entrée unique à un cluster Zippy. Et donc, ce gateway-là, il transmet les demandes au broker. Le broker, en lui-même, c'est vraiment le moteur de workflow Zippy qui suit l'état des instances des processus actifs. Après, de ce côté-là, on a un système d'exportation. Et donc, ce système d'exportation-là, il fournit un flux d'événements sur les changements d'état de Zippy. En fait, Camunda 8 n'est pas basé sur une base de données relationnelle, mais plutôt sur ce système d'exportation-là. Et donc, on n'a pas de limitation et la performance, elle continue à évoluer avec chaque nœud que vous développez ici. Et donc, ce système d'exportation-là, il transmet les données à nos applications d'automatisation telles que Operate pour, par exemple, suivre des incidents en cours, tels que TaskList pour transférer les données des tâches humaines et aussi transférer les données avec Optimize pour créer des rapports, pour surveiller les instances en cours d'exécution, etc. Donc, ça, c'est une vue rapide de l'architecture de Camunda 8. Et ce diagramme-là, il montre en fait que contrairement aux approches classiques, qui représentent souvent des goulots d'étranglement au niveau de la couche de persistance, la vitesse de Zippy, en fait, elle augmente linéairement. C'est cette vitesse-là qui est en orange, avec la taille du cluster. Cela signifie que vous pouvez construire un cluster capable de gérer votre charge de travail, quelle que soit son importance. Donc maintenant, allons voir ce moteur d'exécution et ses applications en action. Donc ici, on a Operate. Comme je l'ai dit, donc Operate, c'est notre application de reporting en temps réel. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez une vue de dashboard où vous pouvez voir les instances qui sont en cours et filtrer les instances par le nom ou par les messages d'erreur. Et pour voir notre moteur d'exécution Zippy en cours, en fait, je vais appliquer pour rejoindre Camon Bankia. Et ici, on a un petit cheat button pour être sûr d'aller vers le scénario vert, c'est-à-dire le scénario où on va être accepté rapidement. Et on va faire un scénario où on va être dans la scénario jaune et où on va faire des interventions manuelles. Donc, on va sur Operate.
Avant tout, excusez-moi, donc on va déployer notre diagramme et déployer le diagramme est très simple. On le fait ici par Modeler et on voit ici qu'on a accès à notre environnement d'automatisation. Donc on va déployer ce diagramme-là. On l'a déployé, on voit que le diagramme il a été déployé. Et maintenant, on va voir nos instances qui sont en cours. Donc on est le 8 aujourd'hui, on est actif. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le 8. Et comme je vous ai montré, j'ai appliqué pour une instance qui va être un demandeur qui va être directement accepté et un demandeur qui va avoir plus d'intervention. Donc, pour la partie où on va, donc c'est pas celle-là, active, fini, processus. Elle est active, completed. Voilà, donc ici, on a filtré par les instances finies. On voit ici, on est le 8 décembre, on a une instance finie. C'est l'instance que je viens de déclencher. Donc, on voit, on a un mapping déjà parfait du process flow qu'on a développé sur Modeler, sur Operate. Et on voit ici le chemin qu'a pris cette instance-là. Et par preuve ici, je vais voir que je viens de recevoir un email de Camon Bankia me félicitant d'être un nouveau membre. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario ici, c'est le scénario où l'instance elle est déjà active parce qu'elle est en train d'attendre une intervention manuelle. Donc, on clique sur cette instance-là, on est allé vers ces éléments-là et maintenant, on est en train d'attendre une intervention. Ce qui va nous mener à notre deuxième outil de la partie Automate qui est TaskList. Donc TaskList, c'est notre outil, c'est notre application web pour la gestion des tâches humaines. Comme vous pouvez voir ici, le 8-12, je viens de recevoir une tâche que je dois faire qui est Decide on Application. Ici, comme vous pouvez voir, ce formulaire-là, en fait, c'est le formulaire qu'on a développé sur Modeler. En fait, si on va sur Modeler, on voit ici qu'on a un formulaire qu'on a développé en utilisant le drag and drop. Et ce formulaire-là, il contient les données qu'on a reçues de Camon Bankia, ainsi que le risque qui a été évalué. Et on retrouve ce formulaire-là dans TaskList. Et donc, la personne qui va faire cette tâche-là, elle doit se l'assigner, première chose, voir les données, par exemple, et ici, faute de, pour le rendre plus facile, on va, par exemple, accepter directement ce client-là, ce demandeur-là, et on va terminer cette tâche. Et maintenant, on va voir que notre token, ce vert-là, il va aller, voilà, et je vais recevoir un nouveau email me félicitant d'être un membre de Camon Bankia. Pour voir aussi Operate, comment il gère les incidents, je vais par exemple créer une petite erreur lorsque je vais appliquer et je vais par exemple ajouter une adresse email qui est fausse. Ici, je vais supprimer le add. Et maintenant, on va voir comment Operate il interagit avec les erreurs. Donc maintenant, on voit que ça, on a deux process en cours et maintenant, on va avoir, lorsque Zibi il va exécuter cette instance-là, on va avoir un message d'erreur visible ici et même ici. Et donc, on a la version 39. Le processus. Donc, on a une instance en cours, voilà. Donc, on a une erreur ici, mais bien évidemment, vous pouvez la voir dans la dashboard. Donc, ici, on voit qu'on a une erreur. On peut cliquer sur cette erreur-là. Ça nous mène directement à l'ID de l'instance qui a cette erreur et ça nous montre directement où l'erreur est présente. On voit qu'elle est présente ici dans cet élément-là. On peut voir cette erreur et même voir le message d'erreur. Et ici, on nous dit does not contain a valid address. Donc, l'adresse email, elle n'est pas valide. Donc, on va corriger cette erreur-là puisqu'on a accès à nos variables. On clique sur cet élément-là et ici, on va ajouter le add. Et on va enregistrer ce changement-là. Bien sûr, après avoir enregistré ce changement-là, on doit dire à Zibi, notre moteur d'exécution, de réessayer cette instance avec les nouveaux changements. Et bien évidemment, sur Operate, vous avez un bouton pour cela, c'est le bouton Retry, réessayer. Et maintenant, on va voir que l'instance va être exécutée et terminée et je vais recevoir un mail me félicitant d'être un membre de Camon Bankia.
Donc voilà, ça c'est une vue rapide de notre outil de monitoring. Et bien évidemment, tout ce que j'ai fait ici, il était fait sur une seule instance, mais il est possible aussi de filtrer les différentes instances, par exemple par une variable ou un message d'erreur, et après appliquer des opérations en batch sur ces instances-là. Donc, ce qui nous mène à notre dernière partie du Camunda Stack, qui est Optimize. Et donc, Optimize, c'est notre outil qui vous permet de créer des tableaux de bord et des tableaux de bord adaptés spécifiquement à votre processus. On va voir le tableau de bord qui a développé pour Camon Bankia. Donc, on clique sur Camon Bankia. Excusez-moi un instant. Un instant, s'il vous plaît, je dois juste... Faute de sécurité, cela toujours se déconnecte. Donc voilà. Voilà. Alors ici, j'ai mon Optimize. Si j'accède à la dashboard, ici, je vois que j'ai un report très complet de notre process flow. Donc, utiliser Optimize peut être aussi facile que de gérer des indicateurs de performance KPI simples, tels que par exemple ici, Camon Bank qui a un objectif d'atteindre 145 demandes par mois. Et ici, on voit qu'elle a atteint 32 demandes. On peut créer des heatmaps de fréquence et des heatmaps de durée. Par exemple, ici, on voit qu'en rouge, ça montre que c'est l'élément qui est le plus exécuté et c'est très normal ici parce que c'est l'élément qui demande un document du demandeur et donc ça prend plus de temps. Ici, on peut voir que aussi la partie manuelle où on doit se décider sur l'application, cela se passe presque 50% du temps. Et peut-être que l'équipe Camon Bankia n'apprécie pas cela parce que le but était de digitaliser. Donc, on peut faire plusieurs autres rapports, comme vous voyez, pour déterminer la raison derrière cela. Et l'équipe de Camon Bankia a eu l'idée de créer le pourcentage sur la table DMN pour voir les différents profils qu'on a et les différents pourcentages. Et on voit ici que les personnes qui sont freelancers et les self-employed, ils sont le plus à appliquer pour Camon Bankia. Donc, par exemple, une solution ici serait de dire que peut-être on peut créer un produit spécifique pour ces freelancers et ces self-employed demandeurs pour diminuer l'intervention manuelle des employés. Et donc voilà, ça c'est une vue très rapide aussi de Optimize. Vous pouvez aussi créer des alertes. Par exemple, si vous avez un KPI qui a un certain threshold, une certaine limite à ne pas atteindre, on peut créer des alertes et on va être notifié lorsque ces limites-là sont atteintes. Et aussi, comme on le fait avec Moodler, on peut partager ce tableau de bord avec même les non-utilisateurs de Camunda, soit en envoyant ce lien, soit en imbriquant ce lien dans vos systèmes d'information. Donc voilà, on a vu avec Camunda que notre logiciel est conçu pour s'intégrer à tous les points d'extrémité qui composent vos processus métiers de bout en bout, des microservices, des appels API, des systèmes existants, etc. Et bien évidemment, on sait qu'il ne s'agit pas seulement des développeurs de logiciels. Nous nous concentrons également sur la communication et la synchronisation des équipes IT et les experts en affaires en impliquant une grande collaboration entre les deux. Et finalement, il faut que après avoir développé vos processus et orchestré les processus, il faut que ces processus soient rapides et fiables. Et donc, nous utilisons des technologies natives du cloud pour offrir une évolutivité horizontale, une faible latence constante et une failover architecture. Merci pour votre attention et maintenant je donne la parole à Jérôme et voilà, merci. Merci Fatma. Donc on peut faire un petit point sur les questions. Alors il n'y a pas énormément de questions pour l'instant. Je pense que la démo a dû répondre à pas mal de questions. N'hésitez pas à utiliser le chat, la partie questions-réponses pour poser vos questions. Et on aura un peu de temps en fin de présentation. Et on va tout de suite basculer sur le retour d'expérience de Laurent chez un de nos clients. Donc Laurent, je te passe la parole. Oui, merci Jérôme.
Donc moi je suis Laurent Simonet, je suis architecte solution chez Soprasteria et j'interviens chez nos clients principalement télécoms en support pour diffuser Camunda et les aider à industrialiser leurs processus. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un cas d'usage qu'on a mis en œuvre chez Oinis. Donc Oinis, c'est la filiale internationale d'Orange pour le déploiement des infrastructures de réseau. Elle intervient pour OBS et pour WIN pour donc déployer tout leur réseau à l'international. Dans ce cadre-là, on souhaitait en fait déployer des API qui soient conformes au TM Forum. Donc le TM Forum, c'est une association des opérateurs télécoms qui a normalisé un certain nombre d'API et de processus métiers. Et parmi ces processus métiers, j'ai choisi de vous en présenter un aujourd'hui, qui est la TMF 645, donc qui est la qualification d'un service. La qualification, pour faire très rapidement, il s'agit de vérifier qu'un service est faisable avec les équipements dont on dispose. Donc le processus, je l'ai dit, il est normalisé d'un point de vue métier. Les interactions avec le client, donc elles sont normalisées, pas seulement au sens de la requête, mais aussi dans le sens des notifications de retour. Donc on avait ce point-là à traiter. Alors on a développé en utilisant la version Camunda 7, donc qui n'est pas tout à fait celle que vient de vous présenter Fatma, qui est une version qui n'est pas du tout cloud à l'origine. Et donc on a décidé d'avoir le moteur Camunda embarqué au sein de notre application. Donc autour de ce moteur, on a développé une couche d'API qui prenait en charge donc tout le niveau TMF, tout ça donc dans une instance Spring Boot. Et puis on a aussi intégré un Kafka, puisque le connecteur n'existait pas en standard, pour gérer les notifications et donc faire les retours vers le client. Et comme ça ne suffisait pas, il nous fallait aussi donc des workers. Alors je reviendrai sur ce qu'est un worker et sur la pattern. Ça a été présenté tout à l'heure très brièvement, mais je vous montrerai un petit peu plus comment on a interfacé notre application avec les composants du SI Orange, et notamment avec les briques qui permettaient, alors pour la faisabilité, de vérifier qu'on avait bien la capacité à faire, et puis aussi pour d'autres processus, le pilotage direct des équipements réseau. Donc l'application, vous voyez, elle est découpée en couches qui sont complètement autonomes, et notamment la partie intéressante, c'est qu'on a ici toute la partie worker, donc interface avec le SI, qui est complètement autonome et donc qui peut être scalé indépendamment du moteur lui-même. Donc le processus, une vue très macro du processus, c'est celui-là. Donc il est à peine plus complexe que ce que vous avez vu pour la démonstration. C'est-à-dire qu'on a un client ici qui va initier la requête, on passe dans tout le process, on interroge donc une brique du SI, qui est le Capacity Management, et on va rendre une réponse. Je vais faire un focus un peu plus détaillé sur les briques qu'on a mis en œuvre. Donc très concrètement, on retrouve ce que vous a montré tout à l'heure Fatma, à savoir l'initiation du processus sur un événement. Donc là, concrètement, c'est la requête REST qui a été transformée par la couche TMF et qui fait une instantiation directe du process en utilisant les API Camunda. Ensuite, nous aussi, on a une table de décision. Là, on avait, en fonction des données clients, à faire un choix assez complexe pour savoir quel module optique on devait, est-ce qu'on pouvait choisir le module optique, si c'était un module optique standard ou si on avait des besoins spécifiques. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a des notifications qui sont normalisées à faire remonter vers les clients, donc qui se modélisent ici sous la forme de cet event. Alors, j'y reviendrai parce qu'en fait, un des points qu'on a été obligé de traiter, c'est d'outiller le diagramme pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que là, en fait, c'est la partie qu'on vous cachait un peu de l'iceberg, c'est que si ce diagramme-là, il est exploitable directement par les métiers, on s'est très vite aperçu qu'il fallait l'outiller et que ça, c'était pas les métiers qui pouvaient le faire directement.
Et donc, il y a une seconde passe qui est à faire sur tous les diagrammes pour les rendre opérables directement et automatisables. Donc ensuite, on a une gateway ici qui nous dit, si on a un module optique standard, on va pouvoir exécuter une tâche. Donc on a des tâches automatiques qui permettent de dérouler. Donc c'est celle que vous voyez là en violet qui interroge directement le SI avec les workers. Et puis, si ces tâches se passent bien, on arrive ici à une tâche manuelle qui est en fait ici à seule fin de démo parce qu'en réalité, on sort directement ici sans avoir cette tâche, mais je l'ai laissée là pour qu'on puisse bloquer le processus. Et dans le cas où ça marche pas, à ce moment-là, on passe sur les tâches manuelles. C'était un des points qui nous intéressait avec Camunda, c'est qu'on pouvait mixer justement les actions automatiques et les interactions homme-machine. Donc on en avait beaucoup, et notamment pour tout ce qui est demande spécifique. Donc le diagramme, voilà, alors il nous permet aussi de gérer les cas d'erreur. Ce que j'ai représenté ici, c'est quand on a été obligé de développer donc, une interface graphique spécifique, parce que l'interface graphique de TaskList, elle ne nous convenait pas. On la trouvait un petit peu trop technique et un peu compliquée, et surtout assez difficile à appréhender pour des opérateurs qui n'ont pas une vision complète du processus, mais seulement de la tâche qu'ils ont à réaliser. Donc là, c'est ce que vous voyez ici en jaune, et je vais vous présenter un petit peu ce que ça donne en termes de résultats. Et puis là, on s'est quand même dit que pour certaines tâches, qui étaient du pilotage du processus, on pouvait utiliser TaskList en direct. Donc on a bien les deux types d'interfaces graphiques qui sont déployées dans notre cas. Concrètement, l'interface graphique, c'était pas très difficile à mettre en œuvre. On a développé une application classique de front avec un front en Angular et puis un back qui nous permet de faire le mapping entre les données qu'on reçoit du processus, donc qui sont des données formatées, et puis les données qu'on affiche à l'utilisateur. Et on s'est appuyé donc sur les API internes de Camunda, avec là aussi une petite limitation, c'est-à-dire qu'on avait malgré tout pas exactement toutes les API qu'on aurait pu souhaiter, mais on a quand même été obligé de faire quelques hooks vers la base de données de Camunda en direct. Ça, c'est un problème qui semble être résolu dans la version 8, notamment parce que les API, elles ont changé et qu'elles sont maintenant beaucoup plus riches. Et sinon, du coup, en termes d'interface graphique, ce qu'on a développé, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on avait un besoin fort que ce soit au look and feel de l'entreprise, et puis que les opérateurs ils puissent s'y retrouver par rapport à toutes les autres applications qu'ils utilisent au quotidien. Néanmoins, on retrouve ici des éléments que vous avez pu voir tout à l'heure dans TaskList, notamment par exemple ici on a le nom du process. Donc c'est la process définition. On retrouve l'utilisateur qui est logué dans TaskList. On retrouve les instances de processus, mais présentées complètement différemment. Et puis surtout, dès le premier écran, ça nous intéressait de présenter les données ici du processus. Et c'est pareil, on a donc en sélectionnant ces différents items, des formulaires qui là aussi sont au look and feel de l'entreprise. Donc ça n'a pas été un développement conceptuellement très difficile à mettre en œuvre, et les API étaient globalement à la hauteur de ce qu'on attendait, à part quelques petits détails. L'autre avantage aussi qu'on a eu à développer une interface spécifique, c'est qu'on souhaitait s'intégrer à l'AD de l'entreprise directement, et du coup sans avoir à faire une verrue spécifique dans le moteur. Donc ça, c'était l'intérêt aussi d'avoir cette couche d'abstraction supplémentaire. Pour ce qui est de l'intégration avec l'ESI, donc il y avait dans la version 7 plusieurs possibilités qui ont disparu, et notamment il y avait la possibilité d'avoir des workers. Donc le concept de worker, en fait, c'est un process externe indépendant du moteur qui tourne et qui va venir, je le fais très schématiquement, chercher les tâches à réaliser, les réaliser et rendre le résultat à l'orchestrateur, donc au moteur Camunda. C'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Nous, on a opté pour cette pattern-là et ce mode de fonctionnement-là, et on s'aperçoit qu'on a eu raison, parce qu'il nous permettait effectivement d'être complètement indépendant du moteur,
et puis d'être scalable. C'est-à-dire si on avait un besoin d'augmenter les traitements ou d'aller plus vite, eh ben, c'était possible de multiplier les workers pour un même topic. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la version, je l'ai dit tout à l'heure, c'était une application Spring Boot, pas cloudifiée à l'époque, donc l'architecture était complètement différente. Aujourd'hui, ça c'est plus vrai dans la version 8. Finalement, on a pris la bonne option. Voilà ce que je peux dire sur l'intégration avec le XI. Donc, on a des workers pour toutes nos tâches vraiment métiers, que ce soit, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intégration du capacity management, enfin voilà, l'intégration, le pilotage des équipements, toutes ces choses-là. Les questions qu'on s'est posées aujourd'hui, donc on voit que la version 8 est arrivée, donc on s'est demandé ce qu'il faudrait qu'on fasse sur nos schémas qui étaient en version 7 pour être compatible. Donc je l'ai dit, le worker c'était le bon choix et on pense qu'on a très peu de travail à faire pour faire évoluer nos workers. Dissocier donc notre API métier, les couches TMF du moteur BPMN. Alors ça nous semble aujourd'hui pas très difficile à faire, notamment parce que sur la version 8, il y a une API gRPC qui a été développée qui a été mise en place pour parler avec les brokers ZB. Et du coup, ça nous supposerait juste de couper notre code en deux. Et au moment où on lançait, donc via l'API Java, le process, on devrait faire appel là à un client gRPC. L'autre travail qu'on a à faire, et ça c'est une erreur peut-être qu'on a fait au tout début, c'est on a mis des artefacts techniques dans notre diagramme BPMN, et notamment il y avait dans les versions précédentes, dans la version 7, la possibilité d'avoir des listeners ou des classes Java qu'on mettait sur les différents éléments. Donc on en a utilisé quelques-uns. On a fait aussi du scripting à l'intérieur de nos BPMN, et ça aujourd'hui, ce serait des choses à revoir et à transférer finalement dans les workers. Le petit inconvénient qu'on voit avec la version 8, c'est que il faudrait effectivement qu'on refasse le back de notre self-care et puis qu'on revoie complètement l'interfaçage, puisqu'en fait, Camunda a évolué et est passé d'une API REST à une API GraphQL. Alors, l'avantage de cet inconvénient, c'est que on a regardé et l'API GraphQL, elle est beaucoup plus riche et elle nous permettrait justement d'éviter toutes les verrues qu'on a fait en tapant directement sur la base Camunda. Donc, il y a encore un petit peu de travail. Voilà, si on veut passer à la version 8, mais ça reste quelque chose qui est envisageable de notre point de vue. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Jérôme, je te relaisse la parole. Ouais, merci Laurent. Alors, on a des questions qui sont arrivées. On peut peut-être commencer peut-être avec Fatma sur les sujets de déploiement. Donc, de quelle manière quels sont les prérequis pour déployer Camunda, notamment en version 8? Est-ce qu'il faut un cluster Kubernetes? Est-ce qu'on a il n'y a pas de souci pour le faire on-premise? Est-ce qu'on a du SaaS? Ok, d'accord. Alors, avant toute chose, il est important de noter qu'en fait, Camunda 8, elle vient en deux versions. Donc, soit vous l'avez en SaaS, soit en self-managed ou vous autogérez. La différence, c'est qu'en SaaS, c'est nous qui s'occupons de l'infrastructure. Et donc, vous n'avez juste qu'à connecter à votre logique métier à ZB. En tant que self-managed, chez nous, donc, en tant que self-managed, vous allez héberger votre propre infrastructure et cela est disponible dans les différentes fournisseurs de cloud, donc Google Cloud, AWS, OpenShift, etc. Cela est possible. Si c'est SaaS, pour nous, il est hébergé sur Google Cloud, mais si vous le faites en self-managed, vous pouvez utiliser le fournisseur qui vous convient en fait. Ok, parfait. Merci. Peut-être, Laurent, tu saurais nous illustrer ça. On a une question sur la manière de travailler, d'industrialiser un petit peu la création des BPMN, comment je travaille à plusieurs sur des fichiers et par exemple, comment c'est versionné, comment c'est fait sur un cas concret projet, comment on travaille à plusieurs sur ce type de projet. Alors concrètement, nous on l'a fait à l'ancienne, on a utilisé GitLab.
On considère les diagrammes comme du code, avec des merge requests. Alors, sachant que le déploiement de nos diagrammes, il se fait pas en direct, il se fait aussi via une chaîne GitLab. Donc, c'est elle qui pousse. Voilà, donc on gère le BPMN comme du code. Ok, donc je suppose que ça vient aussi avec les sujets de conflit sont les mêmes qu'on peut avoir avec n'importe quel. Exactement, ouais. Alors, la petite difficulté qu'on a pu avoir, c'est que le format support du BPMN, c'est du XML. Les conflits, enfin le parcours d'arbres en XML, enfin les conflits d'arbres, ils sont pas faciles à résoudre, hein, quand on en a. Donc ça demande quand même d'être assez rigoureux sur la gestion de ces diagrammes-là. C'est un petit peu plus difficile de résoudre les conflits avec du XML que ça ne l'est avec du code Java, par exemple. Ok, merci Laurent. Peut-être pour rester côté Sopra, donc on a une question sur est-ce que Sopra propose une bibliothèque de workers de processus BPMN implémentant TMF, donc la normalisation côté telco. Moi, je peux parler un peu de ce que je connais. On a beaucoup de projets côté Sopra sur du telco, hein, que ce soit côté Orange ou d'autres opérateurs. Il y a au sein même d'un projet, l'avantage du BPMN et de projets avec Camunda, c'est la forte réutilisabilité des composants. Donc on l'a vu, hein, un composant qui existe, on peut le réutiliser à plusieurs endroits et c'est facilement. On vient composer un workflow de composants de ce type-là. Laurent, est-ce que tu as eu le cas d'essayer de mettre à disposition de manière plus générale des composants orientés TMF? Alors, en fait, le TMF, c'est un peu fourre-tout. C'est-à-dire que, par exemple, l'API TMF, elle est très, comment dirais-je, très souple et très plastique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la faisabilité, par exemple, c'est la faisabilité pour un service aujourd'hui. Là, par exemple, on a la faisabilité IP transit. Et l'API TMF, elle supporte donc ce qui s'appelle les CFS, donc qui sont la structure de données du service. Et ça va être spécifique à chaque service qu'on veut rendre. Donc non, on n'a pas sur étagère toutes les faisabilités pour tous les services. Et ça, il y a bien un travail à faire ici en réfléchissant aux services qu'on veut rendre. Ok, Même si merci. derrière le process, il est très similaire, on s'en aperçoit, on a fait d'autres faisabilités, on se rend compte qu'il y a une factorisation, enfin voilà, qu'on retrouve le même genre de processus, mais par contre, non, l'API en elle-même, il faut l'adapter à chaque type de service. C'est un sujet intéressant et plus on part sur ce type de technologie et ce type d'architecture, plus la question se posera et c'est dans les têtes, je pense. Tu en as un peu parlé aussi, Laurent. On a des questions sur les changements entre la version 7 et la version 8. Donc, dans ce que tu as commencé à voir pour envisager une migration, tu parlais de compatibilité d'API, ou est-ce que tu peux nous redire un peu les changements qu'il y aurait à faire? Ouais, je pense que Fatma pourra aussi répondre. Ce qu'il y a, c'est que un grand nombre des API, même toutes, étaient en REST avant. Là, il y a des évolutions notamment pour lancer le processus et pour parler au broker ZB. Donc maintenant, c'est du gRPC. Donc là, c'est un changement quand même assez majeur. Je pense que c'est une voie d'avenir. Ça permet d'avoir une meilleure communication entre le worker et puis le moteur. Mais effectivement, c'est un changement. Ça demande de revoir complètement l'appel. Il y a ça. Il y a le fait aussi que maintenant, Tasklist propose une API GraphQL, donc beaucoup plus riche et qui évite d'avoir à faire tout un tas d'opérations qu'on faisait avant dans le back, par exemple, dans le back de notre self-care. On a été obligé de faire beaucoup de transformations, beaucoup de choses parce qu'on récupère pas forcément les données qu'on voulait. Là, je pense qu'avec GraphQL, on aurait eu beaucoup moins de travail à faire. Voilà. Et je voudrais aussi ajouter que, en fait, si dans Camunda 7, le développement que vous avez fait et que votre logique métier elle est séparée du broker ZB, du moteur d'exécution, et donc ça, c'est l'architecture qu'on a aussi sur C8. Donc la migration est vraiment très fluide et facile, et la question se pose beaucoup. Donc on a vraiment beaucoup de guides et vous avez toujours des Camundo pour vous aider à faire cela.
Ok. Peut-être pour conclure, on a une dernière question sur différents cas d'usage. Est-ce que Camunda peut remplacer le CRM d'une entreprise? Est-ce que vous avez des cas d'usage? Donc le CRM, ça fait énormément de choses. Donc Ouais. je ne sais pas, Fatma, est-ce que tu as une réponse? Ouais, donc le CRM, il a plutôt plusieurs use cases. Donc, on a des clients où on a fait quelques bouts, quelques use cases pour eux du CRM avec Camunda. Donc, bien évidemment, c'est possible, mais on a besoin d'une collaboration avec d'autres outils. Donc, voilà. Ok. Eh bien, on arrive au bout. On a couvert les questions qui sont arrivées. Eh bien, je vous propose de clore les ventes. Merci à tous de vous être connectés. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit directement Camunda ou Soprastaria. Vous avez l'adresse sous les yeux. Et on vous dit à bientôt pour un prochain Let's Talk About IT. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée.